7h06 sur Radio Fidélité et comme chaque vendredi matin, Tiffaine Cellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Alors bonjour Tiffaine, aujourd'hui vous êtes à Aigrefeuille-sur-Maine. Bonjour Clara, bonjour à toutes et à tous. Et oui, en ce dernier vendredi de l'Avent, nous sommes de nouveau dans le vignoble nantais et cette fois à Aigrefeuille-sur-Maine. Nous avons posé nos micros au cœur de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine avec ses 7 clochers entre la Maine et la Sèvre nantaise. Un vaste territoire rural où les églises rythment encore le paysage et la vie des communautés chrétiennes. Paroisse et commune que l'on va découvrir donc tout au long de cette matinée avec votre invité fil rouge bien sûr. Oui, tout à fait, Clara. Je suis accueillie aujourd'hui par le père Jérôme Hamon, curé de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine. Bonjour, père. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici ce matin, d'ouvrir vos portes si tôt aux auditeurs de Radio Fidélité. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre paroisse, Saint-Gabriel-sur-Maine, ce sont, comme je l'ai dit, 7 clochers. Aigrefeuille-sur-Maine, Le Bignon, Géneston, Montbert, La Planche, Remouillé et Vieille-Vigne. Un territoire qui est à la fois rural et semi-urbain, en plein cœur du vignoble nantais, mais aux portes de la Vendée. Alors pendant cette première demi-heure, père, nous ferons votre connaissance. Nous reviendrons sur votre parcours de Châteaubriand à Saint-Nazaire avant d'évoquer votre arrivée ici en 2017 à Saint-Gabriel-sur-Maine. Et puis à partir de 7h30, comme d'habitude, comme chaque vendredi, place à la vie paroissiale avec 4 membres de l'équipe d'animation pastorale avec qui nous évoquerons le parcours EFATA, le lancement du parcours Alpha en janvier, le bénévolat, la solidarité, bref, tout un tas de projets. À 8h05, nous découvrirons les projets qui dynamisent la commune avec Jean-Guy Cornu, le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine. Puis à 8h17, nous nous plongerons dans l'histoire et le patrimoine avec Christian Ménard qui nous fera voyager de la préhistoire à nos jours. Et puis pour conclure ce tour des clochers, à 8h45, direction Le Bignon où l'association Passage, avec ses 124 membres, lutte depuis plusieurs années contre l'isolement des seniors. Une matinale au cœur du vignoble nantais, entre histoire millénaire et projet d'avenir où les clochers sonnent encore la vie des communautés. Et qui commence dès maintenant sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur. EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Père Jérôme Hamon, vous êtes né en 1974, si je ne me trompe pas, vous êtes originaire de Châteaubriand. Alors comment est-ce que vous aviez su que vous vouliez devenir prêtre ? Quel était le déclic ? Un petit déclic, c'était là, à l'âge de 9-10 ans, à l'église, avec le curé de la paroisse de Châteaubriand qui parlait aux jeunes enfants des prêtres et qui il avait tendance à montrer du doigt. Et quand quelqu'un montre du doigt à l'assemblée, tout le monde se dit « mais c'est pour moi !» Donc bien sûr, ce jour-là, je suis sorti de l'église en me disant mais au fait pourquoi pas. Et c'est étonnant parce que c'est une question qui a toujours résonné. Ouais. Et puis après, au moment de l'adolescence, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'AGIC, un mouvement d'action catholique avec d'autres jeunes. Moi, je me posais pas mal de questions existentielles. Hein. J'étais un peu légèrement introverti, mais très attiré par tout ce qui touchait à la religion, au ciel, et j'ai senti encore un petit peu le sens de Dieu, le besoin de me donner à lui. Et ensuite, vers l'âge de 18-19 ans, j'ai fait une rencontre un peu décisive avec quelqu'un qui est devenu un très bon ami, un témoin du Christ, et je pense que j'ai renoué vraiment avec la foi que j'étais en train de perdre à ce moment-là, et là ça a été turbo boost comme on dit, et je suis entré dans un groupe de prière, j'ai fait des pèlerinages. Et là vraiment la question de se donner à Dieu est devenue très 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 puissante, très forte, jusqu'à rentrer au séminaire. Au séminaire après des études d'anglais, une licence d'anglais à Rennes. Ouais. Et voilà, Vous êtes rentré au séminaire en 2003. C'est marrant j'ai parce été ordonné en 2003. Ah pardon, ordonné en 2003. Ouais, ça, non, ouais. Vous n'êtes pas rentré au séminaire en 2003, n'importe quoi. Mais c'est amusant parce que à chaque fois que j'interviewe les prêtres, chaque vendredi, les curés, ils me disent tous qu'ils ont quasiment tous, qu'ils ont senti cet appel vers 11-12 ans. Ils ont senti le premier signe, puis après ça a fait son chemin. Certains après vers 18-19 ans ou après des études, ou parfois même 40 ans, comme le père Bieler. Mais c'est marrant ce signe qui arrive vers 11-12 ans à chaque fois. Ben oui, il semblerait que les enfants soient un peu plus ouverts
aux intuitions, aux inspirations de Dieu, parce qu'ils ont un cœur peut-être plus pur. Hein. Après, ça se gâte. Ouais. Après, il faut quelqu'un qui vous ramène après à ce premier signe. Il faut toujours des témoins dans la vie. Alors après votre ordination en 2003, vous avez passé 5 ans dans les paroisses nantaises, Couéron, La Chabossière, Saint-Herblain-Bourg. Et puis vous avez ensuite passé 5 ans à Saint-Nazaire. Alors là, vous étiez en charge de la pastorale des jeunes. Oui, c'était quoi concrètement ? C'était s'occuper des établissements d'enseignement catholique à l'époque. Hein. Il y en a un certain nombre à Saint-Nazaire. C'était aussi rencontrer l'aumônerie des étudiants. Hein. C'était pas mal d'occupations, entrer dans les classes, même participer parfois, je me souviens, à l'un ou l'autre cours de philosophie. C'était un petit peu exigeant, mais des partenariats parfois avec un prof ou l'autre. J'ai des bons souvenirs de ces moments-là. Ouais. Et puis bien sûr accompagner tout ce qui était mouvement ou préparation à la confirmation, qui sur Saint-Nazaire était très, très importante. Vous étiez encore jeune là à ce moment-là. Eh oui, j'étais jeune. Et puis en 2013, vous êtes arrivé à Savenay, dans la paroisse Saint-Martin du Sillon, une paroisse de 8 communes semi-rurales. Qu'est-ce qui a marqué ces années-là ? Alors d'abord, c'était mon premier poste de curé, donc j'étais très heureux, parce que j'attendais ça. J'étais 10 ans prêtre coopérateur ou vicaire, comme on disait, et j'avais vraiment envie de prendre le gouvernail, quoi. Et puis de lancer des projets. Donc ce qui a marqué, c'est la construction d'une salle paroissiale. On a beaucoup travaillé à ça. Ça a été aussi, à l'époque, c'était lancé un parcours alpha. Ça a été travaillé beaucoup à la préparation au baptême, parce que moi, j'ai à cœur dans mon ministère d'essayer de rejoindre au maximum les jeunes adultes, parce que je trouve qu'on est parfois un petit peu loin d'eux dans notre langage chrétien catho. Donc ça m'a vraiment tenu à cœur. Ouais. Ça a préparé votre arrivée au risque parfois de donner beaucoup d'énergie et de se fatiguer, mais c'était un vrai bonheur, ces années-là. Et en 2017, vous êtes donc arrivé ici à la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine, et vous êtes également prêtre accompagnateur du service diocésain de pastoral catéchétique. Exactement, c'est une nouveauté. Ça vient compléter votre mission ici. Elle vous enrichit ça m'enrichit, ou elle vous prend trop de sûr. temps? Ça me prend du temps comme tout ce qui est en outre, mais c'est quand même une joie d'accompagner l'équipe là de 4 personnes, la catéchèse. Ça demande d'aller à la Saint-Clair à Nantes, mais je pense qu'elles sont heureuses d'avoir un prêtre qui vient qui est sur le terrain, qui les écoute, qui donne quelques conseils, même si je me sens pas toujours à la hauteur, mais c'est un beau service là, qui me prend pas non plus trop de temps, heureusement. Parce que vous avez quand même ici 7 clochers. Voilà. Bon, vous êtes bien accompagné quand même. Alors j'ai quand même la chance d'avoir un prêtre auxiliaire avec moi, le père Hubert Le Breton. J'ai un autre prêtre plus âgé qui malheureusement a des problèmes de santé, qui est un bon pasteur maintenant. Et puis une super équipe que vous allez rencontrer tout à l'heure. Exactement. Là. Et puis vous êtes effectivement aussi doyen du vignoble. On y reviendra. Je voudrais qu'on écoute comme chaque matin la parole de Dieu avec l'évangile de ce jour. Alors il s'agit de Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ces jours, il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Le récit de Luc se passe à Jérusalem dans le temple. Zacharie y accomplit sa période d'officiant et sa femme Élisabeth l'accompagne. Luc souligne la piété et la vie irréprochable du couple. Ce sont des justes devant Dieu. Et on peut s'étonner que Dieu ne les ait pas récompensés par le don d'une descendance. Et on est ramené au début de l'histoire d'Israël. La situation similaire d'Abraham et de Sarah, l'intervention divine qui met fin à la stérilité de Sarah. Entre le moment où Zacharie arrive dans le temple et le moment où il en sort, à la fin de son temps de service liturgique, la vie du couple est transformée en 2 étapes. D'abord l'irruption d'un ange, Gabriel, qui parle au nom du Seigneur, puis la réponse de Zacharie, qui provoque une nouvelle parole de l'ange et l'aphasie de Zacharie, qui a mis en cause la parole divine. L'offrande de l'encens était l'office le plus solennel de la journée, et tandis que le peuple était en prière, le prêtre affrontait la présence divine dans le sanctuaire où il ne devait pas s'attarder. Ainsi, s'appuyant sur de nombreuses allusions bibliques empruntées à l'Ancien Testament, Luc annonce que la parole de Dieu a exaucé l'attente de Zacharie. L'enfant à venir portera un nom chargé de sens, Yahvé a fait grâce, et sa mission intéressera tout le peuple d'Israël. Consacré à Dieu, Jean-Baptiste est rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel pour ramener le peuple à Dieu. Il sera un prophète de conversion, réconciliant les familles et préparant le peuple pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Luc exalte hautement la personne et le rôle de Jean, mais en prenant bien soin de signifier qu'il vient seulement pour préparer le chemin du Seigneur. Avec l'esprit et la puissance d'Élie, il doit annoncer la proximité de l'époque messianique, le messager de l'accomplissement de l'histoire de l'Alliance universelle annoncée à Abraham et réalisée en Jésus. Alors, dans cette atmosphère messianique heureuse, la question de Zacharie fait l'effet d'un grain de sable dans un rouage bien huilé. Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Zacharie demande un signe, ou plutôt un savoir, alors que la parole de Dieu suffit. Zacharie connaît l'Écriture, il devrait savoir que la stérilité et la vieillesse ne sont pas des obstacles pour Dieu. Dieu parle et l'homme devient sourd-muet. Mais le mutisme qui l'atteint n'est pas tant une sanction qu'un signe qui va s'inscrire dans la chair de Zacharie. Le peuple comprend alors qu'il s'est passé un événement important dans le sanctuaire. Mais le secret de la naissance sera bien gardé. L'enfantement inattendu d'Élisabeth servira de signe à Marie, qui elle-même l'apprendra par la bouche de l'ange Gabriel.
Avec le récit un peu fantastique de Zacharie et d'Élisabeth, c'est déjà l'immense bouleversement de la naissance du Christ dans la vie des hommes qui s'annonce. Ainsi, la mission de Jean-Baptiste nous est-elle transmise au long des générations, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. De retour à la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine pour notre tour des clochers en ce vendredi 19 décembre. On vient d'entendre l'évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25, commenté par Anne Lemoine du service de formation du diocèse de Nantes. Alors on va parler de votre arrivée ici à Saint-Gabriel-sur-Maine, Père Jérôme, mais avant cela, cet évangile, il nous parle de Zacharie, prêtre au temple, à qui l'ange Gabriel annonce la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie doute et devient muet. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ce texte vous inspire aujourd'hui en ce temps de l'Avent ? Alors d'abord, je suis très heureux qu'on y parle de Gabriel, puisque c'est le saint patron de la paroisse. Eh oui, ce que je trouve ça tombe très bien. Ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, Gabriel donne son nom au moment où Zacharie doute. Et là, Gabriel semble se dire, mais attention, tu sais qui tu as devant toi. Je suis celui qui annonce la bonne nouvelle de Dieu, enfin, ce qui vient transformer les cœurs, le monde. Et on sent que, voilà, j'aime bien voir ce Gabriel qui s'affirme et puis qui vient un peu reprendre les choses. Ouais. Alors de fait, ce qui est intéressant aussi, c'est ce silence qui est donné un petit peu comme une punition, comme un petit châtiment, mais au fond qui va certainement être pour Zacharie un long moment de méditation, de prière. J'entendais il y a peu de temps une jeune me dire « Ah, j'ai passé un peu plus de 24 heures en silence, ça m'a transformé. » Je dis, tu vois, les vertus du silence. Alors à la radio, c'est un peu plus compliqué, mais de fait... on se dit qu'il y a un problème quand il y a un silence. Voilà, c'est ça. Donc là, on est invité peut-être à proximité de Noël à se dire, mais à entrer dans le silence, là où il y a tellement de bruit, voilà. Oui, c'est ça qui me touche. Ouais. On est pris par toutes ces informations autour de nous et parfois des informations difficiles. Exactement, ouais. Eh bien, on va revenir à vous. 2017, vous arrivez donc à Saint-Gabriel-sur-Maine. Qu'est-ce qui a changé pour vous par rapport à vos missions précédentes ? Vous étiez déjà curé à Savenay, vous repreniez cette mission. C'était une paroisse très différente ? Pas si différente que ça, puisqu'il y a à peu près le même nombre de clochers, des clochers qui sont des communes assez petites, puisque ça va de 2500 à un peu plus de 4000 habitants pour Aigrefeuille et Vieille-Vigne. Peut-être ce qui évoluait, c'était mon état d'esprit, puisque j'avais déjà eu un poste de curé pendant 4 ans, et en arrivant... je sentais qu'il fallait faire différemment, parce qu'on apprend aussi de nos erreurs, notre expérience. Et j'ai pris le temps de me poser au moins pendant 1 an. Alors j'ai travaillé, j'ai fait des choses, mais avec des paroissiens pour réfléchir à quelle était ma vision, quoi. Quels objectifs je voulais me donner. Et au fond, quel curé je voulais être pour cette paroisse-là. C'est peut-être un temps nécessaire, ça, à chaque fois quand on arrive dans une paroisse. Oui, c'est nécessaire. Prendre le pouls, prendre son pouls, et puis surtout se faire aider, conseiller. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre avec 2 paroissiens. Ouais. Et là, 8 ans après, comment est-ce que la paroisse a évolué ? On y reviendra avec votre CPP, coordinatrice pastorale paroissiale, qui nous expliquera un petit peu comment les choses sont aujourd'hui. Mais vous avez vu une évolution ? Alors oui, j'ai vu une évolution. La première, c'est qu'il y a quand même eu une baisse des pratiquants du dimanche. Alors on pourrait se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait ? Mais en fait, l'évolution, c'est surtout la collaboration des laïcs à la mission. Ça, c'est à mon avis, c'était un peu mon objectif premier, c'est objectif mission. Moi, j'étais très touché par la joie de l'évangile du pape François, qui m'a accompagné beaucoup au début de mon ministère de prêtre. Voilà, Evangelii Gaudium. Et je pense que si on a travaillé à quelque chose, c'est à ça, c'est à conscientiser les paroissiens à leur responsabilité de disciples missionnaires. Et c'est exactement votre projet pastoral dont on va parler. Voilà, c'est ça. Votre paroisse, elle est voisine de 2 autres paroisses qu'on a eu la chance, nous, de découvrir lors de précédents tours des clochers. Il y a Clisson, qu'on a vu il y a presque 2 ans avec le père Nicolas Harel. Et puis, on était la semaine dernière au Loroux-Botreau. Ces paroisses et la vôtre font partie du doyenné du vignoble, dont vous êtes le doyen. De quelle manière vous travaillez ensemble et sur quel sujet ? Alors, le doyen, il a pour mission d'abord de prendre soin de ses confrères, des autres prêtres et diacres, normalement aussi. Donc, on essaie de se retrouver entre curés assez régulièrement.
au moins tous les 2 mois pour d'abord pour parler de nos paroisses, parce qu'on a bien besoin de partager nos expériences, d'échanger, dire ce qui va bien, dire ce qui va pas, et puis se donner des idées, c'est sûr. Et puis ensemble, on essaye aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, se donner des coups de main pour les journées du pardon. Organiser la préparation de la confirmation des jeunes. Là, en janvier, il va y avoir toute une journée pour les équipes d'accompagnement aux funérailles. Tout ça, c'est vécu en doyenné. Et donc, le doyen, il doit veiller à ce qu'on arrive quand même à vivre des choses en commun de ce type. Pendant troisième année, là, qu'on reçoit des reliques dans notre doyenné. On a eu Sainte-Thérèse de Lisieux, Sainte-Bernadette, et puis dernièrement, Saint-Louis-Grillon de Montfort. C'est pareil, c'est des choses qui sont vécues en doyenné. Et c'est fabuleux parce que ça porte du fruit, et puis ça nous oblige à travailler ensemble, et c'est bon, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ce doyenné que Monseigneur Perceroux est venu visiter en mars 2025, il y a presque un an, il a parlé de territoires dynamiques et missionnaires, avec des paroisses différentes, mais engagées dans la conversion missionnaire. Vous en parliez justement, avec des propositions originales, disait-il. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de son passage ? C'était assez court, puisqu'il passait une journée par paroisse, mais c'est vrai que il a pu rencontrer des professionnels, des agriculteurs, des viticulteurs, toutes sortes d'associations, des professionnels. Enfin, j'étais très marqué par d'abord sa proximité avec les acteurs des communes, des paroisses. Il a utilisé le mot cohérence, c'était pour dire que nos 4 paroisses avaient beaucoup de points communs, mais avec aussi une autonomie. On n'est pas fait pareil. À Clisson, à Valette, ce sont 2 petites cités qui quand même regroupent pas mal de gens. À la différence peut-être des Greffeuil, le Loup-Robotro aussi où vous étiez, c'est une commune assez importante du rural. Nous, on est un peu différent. On a moins un centre, on pourrait dire marquant, mais je trouve qu'on est un doyenné cohérent, comme il le disait. Il parle de kaléidoscope. Pour parler du diocèse, des paroisses très variées, des sensibilités très variées, mais avec des points communs, et c'est peut-être ce qu'il cherche à trouver, ces points communs pour les valoriser. C'est ça, exactement. Merci infiniment, Père Jérôme, pour ces premiers échanges. On poursuit notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale. Restez avec nous. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Et si cette année, vous glissiez un petit quelque chose dans le soulier de Radio Fidélité ? Vous avez peut-être reçu notre courrier ces jours-ci. Alors, à l'approche de Noël, pensez à nous. Envoyez votre chèque à Radio Fidélité, 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Chaque don, même modeste, nous aide à continuer de vous accompagner. Merci du fond du cœur et joyeuses fêtes sur Radio Fidélité. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Il est 7h31 et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine, toujours en compagnie du Père Jérôme Hamon. Et maintenant, place à celles et ceux qui font vivre cette paroisse au quotidien. C'est le tour des clochers. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Véronique Aigron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la CPP, maintenant on commence à bien connaître ce terme, la coordinatrice pastorale paroissiale de Saint-Gabriel-sur-Maine. Alors auparavant, vous étiez LEM, puis assistante paroissiale et enfin CPP depuis 2 ans. En gros, vous avez eu la même mission pendant 8 ans quasiment, mais sous différentes dénominations. Et donc vous accompagnez le Père Jérôme depuis 8 ans. Je me trompe pas, je me trompe pas. Alors, entre Montbert, Aigrefeuille-sur-Maine, Le Bignon, Geneston, La Planche, Remouillé et Vieille-Vigne, je l'ai dit bien, Père, parce que vous me regardez bizarrement. Geneston. J'ai dit Geneston, c'est ça. Alors, Geneston. Ça passe quand même. Pardon, excusez-moi aux habitants de Geneston. Véronique, à quoi elle ressemble, votre paroisse ? Comment est-ce que vous la décririez ? Eh bien, c'est une paroisse rurale. Un petit peu étalée sur le territoire quand même, avec Vieille-Vigne qui est tout proche de la Vendée là-bas, et puis Le Bignon qui est un petit peu à l'extrémité, il y a 25 km à peu près entre les deux, avec des habitants nombreux mais équivalents par rapport aux les villes. Les villes se valent à peu près. Population équivalente à peu près. Il n'y a pas de gros points. Non. Voilà, avec des paroissiens. Alors, paroissiens pratiquants un peu vieillissants, mais une population plutôt jeune sur le territoire, puisqu'on est proche de Nantes quand même.
Et donc on a beaucoup de couples qui sont arrivés avec des enfants, mais ça ne se voit pas forcément dans nos églises, mais bon, il faut essayer quand même de les rejoindre. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu comment je dépeindrai un petit peu la paroisse. Un territoire qui n'est pas forcément contrasté dans le sens de nombre de population, etc., ou de diversité, mais une diversité peut-être au sein de la vie paroissiale. Enfin, pas encore. Vous disiez que pratiquement que des personnes un peu plus âgées que ce que vous souhaiteriez. Alors non, il y a quand même beaucoup de jeunesse, mais c'est vrai que dans nos assemblées du dimanche, il n'y a pas tellement de familles comme il pourrait y avoir un peu plus à Clisson ou Valette sur le Doyenné. Mais voilà. Oui, c'est peut-être plus à la campagne que Clisson et Valette, non ? Je me trompe. Peut-être, c'est différent. On est peut-être moins petite ville, cité de Valette, qui est quand même très dynamique avec un gros bourg. Ouais. Enfin, et puis Clisson qui est totalement différent aussi. Bah oui, je disais qu'on était à Clisson et au Leroux-Bottereau, mais on était aussi à Valette. Ça y est, on a fait les quatre paroisses du Doyenné. Voilà. Le Doyenné est bouclé. On a fait Valette, a été une des premières villes à peu près au mois de septembre-octobre. Donc je me trompe pas que le père Gaudin m'en veuille pas. Concrètement, Véronique, comment est-ce qu'on coordonne la vie pastorale sur cette commune ? Alors c'est au quotidien, c'est avec toutes les rencontres qu'on peut faire, et puis aussi on a des EACL dans chaque communauté. Voilà, alors EACL, c'est ce qu'on avait aussi au Leroux-Bottereau, qui eux appellent EAL. Oui, c'est juste le sigle qui change, mais c'est la même chose. C'est des équipes. C'est des petites équipes locales sur chaque communauté qui font vivre eux à leur niveau leur petite communauté. Donc il faut coordonner ces communautés-là. On retrouve avec le Père Jérôme les responsables de ces communautés locales une ou deux fois par an. Et puis quand on a besoin, on les sollicite. Voilà, donc par exemple pour les journées paroissiales qui se déroulent dans l'une ou l'autre des communes, eh bien on sollicite beaucoup les communautés locales pour qu'elles nous aident. Voilà. Et puis pour avoir une unité peut-être aussi. Bien sûr. 8 ans de coordination pastorale ici, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, Véronique ? Alors moi, quand j'ai commencé cette mission, c'était au tout début. J'étais plutôt auprès des enfants, des jeunes, des familles, ce qui m'a beaucoup aidée pour aujourd'hui, parce que j'ai accompagné tout ce petit monde et voir ces réalités, créer du lien. Et puis quand le Père Jérôme est arrivé, donc il m'a sollicité pour être un vis-à-vis avec lui. Et donc c'est là où on a beaucoup travaillé sur des projets pastoraux un peu plus missionnaires, comme Ephata, dont on va parler avec vous, Lou. Lou, tout à l'heure, qui est quand même un gros projet et qui demande une coordination assez importante. Donc je passe beaucoup de temps. Mais oui, c'est ça. Personnellement, ça vous demande quand même beaucoup d'investissement. Oui, d'organisation. Enfin, c'est ce qui fait aussi la richesse de ma mission. Ça me permet de voir beaucoup de monde, de voir des jeunes couples. C'est enrichissant. Et puis de toujours inventer pour que ces projets rejoignent les jeunes couples que nous avons là où ils en sont. Des fois un peu loin. Ouais. Et puis s'adapter à eux, que ce soit nous qui allions vers eux, parce qu'eux ont du mal à venir vers nous. Ouais. Donc il faut être créatif. C'est ça. Père, fermez vos oreilles. Comment ça se passe avec le Père Hamon ? Oh là là, c'est très compliqué. C'est dur. Non, j'ai de la chance d'avoir un curé très, très à l'écoute, très ouvert, et avec lui, on travaille ensemble. Donc, et le AP, bien sûr. Mais oui, vous faites partie de l'équipe d'animation pastorale, l'EAP. Donc les grands sujets qui vous occupent, vous en parliez là. Il y a donc Ephata, dont on va parler juste après. Vous allez lancer un parcours alpha. Il y a le bénévolat. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous occupent l'esprit ? Ce qui nous occupe l'esprit, c'est de pouvoir que chacun se sente accueilli comme il est, là où il en est, et que toute la communauté, tous les paroissiens prennent à cœur leur rôle de baptisé. Et ce ne soit pas simplement l'EAP qui s'occupe de ça, mais que ce soit chacun qui prenne conscience qu'il a un rôle à jouer dans la vie de la paroisse. Donc c'est vraiment notre préoccupation principale. Alors ça passe par de la mise en place d'équipes d'accueil dans l'église, par exemple, pour que chacun, quand il arrive, que les personnes qui viennent ne repartent pas en ayant vu personne, par exemple. Donc on fait attention à ce que chacun connaisse son voisin, à part des petits moyens. Par exemple, au moment du carême, on faisait des petits défis à la fin de la messe. Allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis prenez 2-3 minutes pour discuter avec lui, ou vous confier une intention, des petites choses comme ça. Et puis cette année, là, on a lancé l'accueil des enfants
au moment de l'Évangile, qu'on avait laissé tomber depuis un certain temps, qui n'existait pas. Et donc on a remis en place. Alors ça commence tout doucement, mais ça prend un peu d'ampleur. Vous trouvez des personnes pour animer ce temps pendant la messe? Voilà, et on met ça en place les jours où il y a des cafés-théo, qui sont des moments où on rejoint tous ceux qui veulent. Ici, avant la messe, pour un partage au niveau de l'Évangile ou autre. Donc à la maison paroissiale, avant la messe, le café-théo, c'est le petit café avant la messe dominicale, pour échanger sur les textes. Et ça, c'est tout le temps? Non, c'est de temps en temps, une fois par mois à peu près. Oui, quand on fait des messes, comme on appelle les messes en famille ou les messes ensemble, un petit peu. Voilà, c'est ça. Vous dites comment, vous? Messe festive. Messe festive. Pas vraiment le terme adapté. Chacun a son terme. Voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle. Merci Véronique Aigon pour ce tour d'horizon. On va parler de ces projets pastoraux avec l'équipe d'animation pastorale et on accueille Lou Martellucci et David Cabin. Bonjour. C'est le tour des clochers. Bonjour. Bonjour Lou, bonjour David. Vous êtes membre de l'équipe d'animation pastorale et on va avec vous parler et développer un peu ces projets pastoraux en commençant par Ephata. Avant de vous laisser la parole, Lou, Père Jérôme, pourquoi avoir voulu changer la façon d'accompagner ces jeunes couples? En quoi ce parcours il est différent de ce qui se faisait avant? Alors moi j'avais une vraie insatisfaction, ça arrive dans la vie, c'est que je trouvais que nos manières d'accompagner n'étaient pas suffisamment personnalisées, assez proches des jeunes adultes. Et en arrivant sur la parole, j'avais vraiment à cœur de trouver un meilleur moyen de les accueillir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce projet. Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi, voilà. Oui. Aider les gens à ouvrir leur cœur davantage à la présence du Christ et que les chrétiens qui les accompagneront, eux aussi s'ouvrent davantage au Seigneur. Ouais. Alors justement, Lou, vous mettez en œuvre concrètement ce projet Ephata. Expliquez-nous alors d'abord qui est concerné par ce parcours? Alors, donc Ephata, comme le disait le Père Jérôme, de par sa définition qui veut dire ouvre-toi, effectivement, on va à la rencontre de jeunes couples ou de parents qui sont en demande d'un sacrement, qui peut être le mariage ou le baptême de leur enfant. Et alors c'est pas un cours, c'est pas du tout réservé à des experts, bien au contraire, c'est ouvert, c'est un cheminement progressif. Et en fait, ce sont des personnes qui se font accompagner par d'autres paroissiens pour aller dans ce cheminement-là vers des paroissiens qui sont formés justement pour ce parcours. Oui, tout à fait. Ouais. Avant de commencer le parcours, on met en place des réunions collective et on essaye, alors le Père Jérôme fait ça bien avec Véronique, on a une petite formation où on se rappelle les essentiels en fait pour accompagner les personnes, parce que c'est pas quelque chose d'inné, donc animer un groupe, pouvoir donner la parole librement, partager, distribuer équitablement la parole, vérifier aussi le temps. Et puis porter un message surtout, ce message-là de s'ouvrir à la foi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude ou même l'espace pour parler de leur foi. Et donc là, ça vient donner l'occasion à les aider à parler de ça. Tout à fait. Et c'est pas que dans un sens, puisque tu le disais aussi tout à l'heure, Jérôme. Nous, en tant qu'accompagnateurs, on se nourrit aussi de tout ce qu'on peut entendre et partager avec les personnes participantes. Alors, le parcours Ephata, il s'appuie sur 5 piliers. Expliquez-nous. Alors, oui, les 5 piliers. Si vous êtes perdu, le Père Jérôme pourra intervenir. Oui, je pense que je vais te regarder de temps en temps, les 5 piliers. C'est question piège. Ouais. Alors, je pense que le premier pilier, ça doit être l'accueil des personnes. C'était les 5 essentiels, c'est ça? Oui, vous parlez, c'est la formation, la prière, la fraternité, le service et puis la mission, les 5 essentiels. Mais peut-être ce qui est important de rajouter, c'est que ce qui est un peu original dans ce parcours, c'est que les personnes, les paroissiens qui accueillent ouvrent leur maison. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pu lire. Il y a eu un article en 2022 dans un article de La Croix. Vous disiez désormais ceux qui demandent le baptême ou le mariage suivent un parcours Ephata dans des maisonnées. Oui. C'est des couples de paroissiens qui reçoivent chez eux. Expliquez-nous. Ben oui, tout à fait, effectivement. C'est pas un exercice toujours facile, parce qu'on ouvre sa maison effectivement à des personnes
qu'on ne connaît pas forcément bien, donc c'est pas des amis, c'est pas à la base, et effectivement tous les paroissiens qui s'adonnent à cette mission ouvrent leur maison et proposent. Alors c'est sur 3 maisonnées. Parfois, on finit par une 4e que je vous dirai tout à l'heure, mais c'est trois maisonnées essentielles. La première va tourner autour d'un dîner. Par exemple, on va proposer un dîner pour faire connaissance. Et d'abord, en amont de cette soirée, on va essayer de rentrer en contact, établir un premier contact avec les participants. Ouais. Donc, les différents groupes fonctionnent peut-être de manière un peu différente, mais en tout cas, moi, je sais que nous, par exemple, dans notre équipe, on va créer un groupe WhatsApp où on va déjà se présenter en amont, et parce que comme maintenant WhatsApp c'est la modernité, on va dire. Donc, c'est plus facile pour les gens de créer des groupes WhatsApp et se présenter. Donc, on fait cette première soirée préalable. Et ensuite, lors de la première rencontre, les accueillants, donc les hôtes, prévoient un dîner. Et on se met autour de ce dîner pour partager la parole. C'est la première soirée d'accueil. D'accord. C'est vraiment très convivial autour d'un repas. Au départ, ça peut surprendre. Les gens arrivent parfois un peu dubitatifs. Ils se disent mais qu'est-ce qui nous attend ? Des gens qu'on ne connaît pas qui nous invitent à manger. Qu'est-ce qu'on va se dire, quoi ? Et en fait, on les détend tout de suite, même si nous, on n'est pas détendus à l'intérieur. On essaye de paraître. C'est pareil, mais c'est comme ici. C'est comme quand je débarque avec mon matériel, vous êtes inquiet et en fait tout se passe bien. Tout se passe très bien, oui, pour l'instant. Et en fait cette soirée, la première soirée, sert vraiment on va dire, ça désamorce tout parce qu'ils repartent souvent, enfin en tout cas c'est les retours qu'on a, ils repartent souvent agréablement surpris et ils ont envie de revenir. Moi j'ai un exemple où dès la première soirée, on a un groupe qui nous a proposé si on faisait la deuxième soirée chez nous. Génial. Et puis la 3e soirée, là, les récents qu'on a reçus, sur les 3 soirées, on a fait un dîner. Ça crée finalement des amitiés. Complètement. Ça peut. Ouais. Et peut-être que ça aussi, ça permet de. Parfois, les gens ont peur quand on dit je suis catho. Mais du coup, tu vas imposer ça désamorce. Oui. Ouais, ça fait tomber beaucoup de clichés en fait sur les chrétiens. Ouais. Et ça, souvent, les invités que vous avez accueillis chez vous ont parfois des images, des préjugés, comme tout le monde, mais ça fait du bien de vivre ces moments de. Ouais. Donc il y a une première soirée. Première soirée. Après, il y en a une deuxième, qui va être autour de Jésus. On va se poser la question qui est Jésus, et on va discuter autour de cette thématique. Toujours chez quelqu'un. Oui, alors c'est la même personne. C'est toujours la même personne qui reçoit. Normalement, c'est la même personne, mais comme je vous disais tout à l'heure, il arrive que les participants souhaitent que ça se passe chez eux. Donc à ce moment-là, on va chez eux. Donc qui est Jésus pour la deuxième soirée. Ouais. Et puis la 3e soirée, ça va être autour d'un témoignage et d'un partage biblique. Et donc là, on a un paroissien qui vient livrer son témoignage, le témoignage de sa foi, comment il est arrivé à la foi chrétienne et comment il a découvert le Christ. Donc parfois, ça peut être des témoignages très touchants. La plupart du temps, c'est qui rejoignent les personnes qui sont invitées à participer. Et ces personnes-là, vous les avez contactées parce qu'ils ont demandé effectivement un sacrement. Exactement. C'est la démarche, c'est ça. C'est c'est une démarche qui est libre. Donc quand ils viennent, c'est qu'ils l'ont choisi. Notre CPP avec son équipe aussi prépare ça bien avec des dates qui sont proposées. Donc les différentes équipes qui accompagnent fixent des dates, proposent des dates de disponibilité et les participants s'inscrivent en fonction de leur disponibilité. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils sont inscrits, c'est un choix de leur part de venir à cette date-là et ils viennent. Et c'est ce qu'on appelle le compagnonnage. Quand vous dites qu'il y a un accompagnement personnel, c'est ça ? Ça ressemble en fait à ce qui est vécu à Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvres à Clisson, un compagnonnage, et puis maisonnée, on a des points communs. Ouais. Ça sort de votre imagination, Père ? Un petit peu, mais avec le Vous l'avez créé ensemble ? Oui, on a travaillé là. Ça a été un gros travail, mais ça vaut le coup, je trouve, aujourd'hui. Oui, on y vit des belles choses. Vous dites que les retours sont plutôt positifs, Lou ? Complètement. Je pense qu'on n'a pas eu de retour négatif jusqu'à présent. Toutes les personnes qui viennent, encore récemment, là, les dernières familles qu'on a accueillies, pour ceux qui étaient le plus éloignés de la foi, sont ressortis de ces soirées en me disant je m'attendais pas à ça.
parce que ce qu'on fait quand même à la fin d'une soirée, c'est qu'on recueille aussi un peu les impressions, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont vécu ça. Et alors, la plupart du temps, c'est vraiment surprise agréable. On s'attendait pas à ça. On y met un peu d'humour aussi des fois, parce que moi, je sais que je joue beaucoup là-dessus. Quand ils arrivent, je dis haha, vous savez pas ce qui vous attend. On les fait flipper un peu. On les fait un peu flipper. Et en général, ça se passe bien finalement. Ils repartent, ils sont assez contents d'avoir vécu ça. Et ça vous a donné aussi envie de lancer le parcours Alpha. Tout à fait. Alors le parcours Alpha, on va rappeler aux auditeurs ce que c'est, Lou. Alors le parcours Alpha, lui, s'inscrit plutôt effectivement dans le cheminement pour toute personne qui se questionne en fait sur la foi chrétienne. Donc c'est pareil, c'est un parcours qui est libre. Quand on y vient, on est accueilli où on en est dans sa foi. Ça peut être des personnes très très éloignées, ça peut être des convaincus, si je peux dire comme ça. Il y a vraiment une diversité de profils et de personnes. Pareil, le parcours Alpha... Ça peut être la suite du parcours Ephata. Bah oui, on souhaite que suite au parcours Ephata, des personnes aient envie de continuer un peu plus et s'interrogent. J'ai fait sur un parcours sur 10 semaines, c'est ça, qui va commencer en janvier. Normalement à mi-janvier. 15 janvier 2026. D'ailleurs, hier soir, il y avait une réunion avec ceux qui vont accompagner, préparer les repas, parce que là encore, il faut des repas, de la convivialité. Donc, on est plutôt heureux de ce lancement. Et pour mettre tout ça en place, toutes ces initiatives, il faut des bénévoles, David, des forces vives. Vous travaillez particulièrement sur cette question-là. Quel est l'enjeu pour la paroisse aujourd'hui ? En fait, avec l'EAP, on suit tous les points de repère en fait de gouvernance qui ont été donnés par l'évêque. Et en fait, en septembre, on a reçu cette charte sur les bénévoles. Et on s'est posé la question en disant mais est-ce que sur la paroisse Saint-Gabriel, on est à jour ? Est-ce qu'on s'occupe bien de nos bénévoles ? Et en fait, on s'est dit il faut qu'on ouvre ce chantier-là. Et vous parlez de repérer les charismes des paroissiens. Comment vous faites concrètement ? Alors ça, c'est une vraie question. Il faut tous les connaître. Ouais, exactement. En fait, bien connaître les gens. C'est ce que disait Saint Paul. C'est l'expression et la manifestation de l'esprit en chacun de nous. Donc, elle n'est pas si simple à déceler que ça. En fait, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que dans une paroisse comme l'a décrite Véronique tout à l'heure, nos paroissiens vieillissent, mais nos bénévoles vieillissent aussi. Mais ceci dit, on a toujours des besoins. On focalise beaucoup, par exemple, sur les funérailles en disant il faut qu'on arrive à gérer cette transmission-là. Mais on a un sujet qui est assez nouveau, c'est qu'on a, par exemple, beaucoup de jeunes qui viennent demander un sacrement. Donc des catéchumènes qui arrivent. Et en fait, il a fallu mettre en place une équipe nouvelle pour faire face à ce besoin qui est nouveau en fait sur notre paroisse. Donc il faut tout de suite pouvoir identifier des personnes qui sont capables d'accompagner des jeunes. Donc c'est forcément tout le bon savoir-vivre et puis toute la façon dont on va pouvoir savoir communiquer aussi avec. Il faut les former en fait du coup ces bénévoles. Oui, c'est ça. Mais en même temps, comme disait David, il y a urgence parce que c'est maintenant le besoin. C'est maintenant qu'ils arrivent ces demandeurs de sacrement de l'initiation. Ouais. Et comment vous faites justement pour que les bénévoles restent engagés, motivés sur la durée ? Parce qu'on voit que le bénévolat aujourd'hui, notamment chez les jeunes, c'est plus du bénévolat de courte durée. L'engagement sur longue durée, il est difficile. Oui, alors en fait, c'est là où on se dit, notre sujet, c'est aussi de dire, il faut qu'on leur rende grâce en fait sur toute l'action qu'ils entreprennent, leur faire prendre conscience que nos églises sont vivantes parce qu'en fait, ils sont acteurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est aussi faire prendre conscience que ce qui donne, en fait, on a été servi une fois et le fait d'avoir été servi fait qu'on se dit il faut forcément qu'on donne demain pour faire continuer à vivre nos églises. Et vous me disiez qu'il fallait les faire témoigner justement. Oui, en fait, dans cette recherche de nouveaux bénévoles, il y a quelque chose qui est important. Qui est aller chercher des dons ou des charismes. On a du mal en fait à convaincre les gens qu'ils ont cette capacité de pouvoir on se sent pas s'engager. Apte, on se sent pas toujours exactement à la bonne place. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Je préviens les auditeurs. On est dans une maison paroissiale, c'est plutôt normal.
témoigner en fait de son bénévolat à la lecture de l'Évangile. Voilà, c'est ce qui nous paraît aujourd'hui le plus précieux pour arriver à convaincre des nouveaux paroissiens de s'engager dans une démarche. Pour leur dire, vous aussi, vous pouvez. Exactement, il faut oser. Merci Lou Martellucci, merci David Cabin pour toutes ces initiatives. Et puis maintenant, parlons solidarité avec Marie-Thérèse Picot. Bonjour. C'est le tour des clochers. Et Marie-Thérèse Picot qui nous a déjà dit bonjour. Vous êtes membre du pôle Solidarité. Vous avez été coordinatrice du pôle Solidarité. Aujourd'hui, c'est Sylviane Cochet qui n'a malheureusement pas pu être là ce matin. Vous organisez des moments de convivialité, on va y venir. Marie-Thérèse, le pôle Solidarité, c'est pas une association caritative de plus. C'est quoi exactement? On va replacer l'église au milieu du village, on va redire ce que c'est que le pôle Solidarité. Tout à fait. Le pôle Solidarité, c'est plutôt en complémentarité avec tous les services qui peuvent exister. Moi, je pense en particulier au Secours catholique, qui est aussi bien présent sur notre paroisse, a reçu une mission de l'EAP. Et ça, je tiens quand même à le dire, parce qu'on est soutenu aussi par l'EAP, par notre curé, le Père Jérôme également. Cette mission, nous l'avons reçue. On nous a demandé d'avoir un rôle de veilleur. Et moi, j'ajouterais des veilleurs. Parce que être veilleur, ça veut dire, on a demandé d'être attentif aux situations de précarité, d'isolement, toute forme de pauvreté. Voilà. Vous ouvrez les yeux. Voilà, on essaie d'ouvrir les yeux, les oreilles. Donc, on regarde, nous, déjà, autour de nous, dans notre entourage proche, mais aussi beaucoup plus largement. On essaie d'être attentif, justement, à tout cela. Et puis quand je dis éveilleur, c'est-à-dire que notre rôle, il va être aussi de faire en sorte que ça devienne l'affaire du plus grand nombre. Je crois que c'est Lou qui a dit ça tout à l'heure aussi. Donc voilà, au niveau que tout le monde se sente concerné. Que tout le monde se sente concerné. La solidarité, c'est pas l'affaire simplement, comme vous dites, des mouvements caritatifs ou même du pôle solidarité. On se dit, ça y est, dans notre paroisse. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Moi, c'est pas la peine. Non, notre rôle, et je pense que ça fait son chemin. Vous êtes combien là aujourd'hui? Eh bien, notre petit pôle là est réduit à quelques personnes, mais il y a un pôle élargi. Mais voilà, et vraiment, je vais beaucoup insister là-dessus, car ce serait vraiment impossible pour nous de mener des actions si on était vraiment que ces 4 là qui sommes présents aujourd'hui dans le pôle Solidarité. Donc ça a été aussi tout un travail, mais c'est à travers les actions que l'on a pu mener que des gens sont venus nous rejoindre. Alors le diocèse de Nantes, il parle de réciprocité, de faire avec et non pas seulement faire pour. Ça veut dire quoi concrètement dans vos actions? Moi, je suis bien heureuse d'entendre ça parce que j'avais vraiment envie de le dire. Quand on tape pôle Solidarité Nantes, voilà, c'est ce que dit le diocèse. C'est important. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on le dira peut-être à travers les exemples. Je pense qu'on parlera un petit peu plus largement du repas de Noël. Justement, c'est du jour, du moment, en tout cas. Mais je voulais simplement revenir sur cette idée là voilà, on est à l'écoute, mais on peut pas rester simplement à l'écoute. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tous ces appels, de tout ce qu'on voit autour de nous? Il y a des situations d'urgence ici à Saint-Gabriel-sur-Maine. Mais nous, on n'a pas ce rôle de traiter les situations d'urgence. On a, je pense ici, plus nous dans nos actions, c'est plutôt collectif. Voilà, on va collectivement avoir pour objectif, et peut-être c'est ce qu'on s'est donné, nous, je sais pas, au fil du temps aussi, de rejoindre les plus isolés. Je pense qu'on a plus travaillé autour de cette question-là, donc ça va se traduire effectivement par le repas de Noël et d'autres actions dont on va parler. Mais on a accueilli aussi des demandes plus larges. On a entendu des appels plus largement, y compris la question des migrants, par exemple. Donc, on mène une réflexion. Ça a été un peu notre façon de travailler. On mène une réflexion et puis voilà, des gens se mettent en route et des choses se font progressivement. Voilà. Alors justement, il y a le faire avec. Il y a des moments plus visibles, comme le repas de Noël du 24 décembre à Montbert. Oui. C'est pas qu'un moment festif, c'est aussi un acte de solidarité. Expliquez-nous. Alors, je vais expliquer le repas de Noël. Moi, je vais essayer de le décliner en quelques mots. Donc, le repas de Noël, c'est effectivement faire avec, parce que on essaie de faire en sorte que les bénévoles qui se mettent dans cette équipe-là et qui se mettent au travail, et les invités, ça fasse un tout, quoi. Voilà, on est ensemble dans ce repas. Il n'y a pas ceux qui reçoivent et ceux qui. Exactement. On est ensemble dans ce repas. Alors,
le repas va être communiqué. Ça, c'est vraiment un rôle très, très important. Communiqué au niveau de la paroisse, mais communiqué par des flyers, par le journal. Également, j'insiste là-dessus, les municipalités jouent vraiment le jeu en acceptant de faire passer l'information par les panneaux lumineux en particulier. Par les bulletins, mais c'est pas toujours facile au niveau des dates. Voilà, le prêt de salles gratuitement. Donc ça, il faut le dire, c'est très important pour nous aussi, ou d'espace. Voilà. Donc ça, c'est communiquer, c'est inviter, parce qu'il y a le repas à préparer, c'est souvent ce qui nous occupe beaucoup, mais on redit toujours, mais c'est surtout inviter, quoi. Il faut aller vers. Ces gens-là, ils vont pas venir comme ça spontanément vers nous. Bon, voilà, c'est aller vers. Bon. Et malheureusement, le temps qui nous est imparti, voilà. Mais il y a aussi d'autres rendez-vous marquants, les dimanches ensemble, les pique-niques d'été. Ce sont des moments pour créer du lien. Oui, tout à fait. Et qui permettent aux gens de sortir de leur isolement. Mais je redis vraiment cette équipe élargie. Ce sont des gens qui viennent nous rejoindre, des gens de la paroisse, mais aussi ça déborde très très largement la paroisse. Des gens qui ont vu l'info et qui nous disent par exemple au moment de Noël, vivre Noël de cette manière-là, nous ça nous parle, ça donne du sens. Ils sont pas là dans la paroisse forcément avec nous, mais peut-être pas chrétiens même, je ne sais pas forcément, mais ils viennent nous rejoindre et vraiment ils veulent vivre ça à fond avec ces gens-là. Et ça c'est le rôle. Ça c'est vraiment une dimension très très importante. Merci beaucoup Marie-Thérèse Picot, merci pour cette belle mission de solidarité, merci à Véronique Aigron, David Cabin et Lou Martellucci, merci pour ces témoignages sur la vie de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine, paroisse qui avance avec le parcours Ephata, l'Alpha, cette solidarité est vécue au quotidien et c'est ça l'esprit du Tour des Clochers, aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre diocèse. Dans une poignée de minutes, nous partagerons un peu de temps avec le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine, Jean-Guy Cornu, puis nous ouvrirons une page d'histoire avec Christian Ménard et pour le dernier quart d'heure, juste après le journal international de Radio Vatican, nous mettrons en lumière une initiative locale, l'association Passage. Restez avec nous, le Tour des Clochers revient dans un instant. Tout de suite, place à l'actualité sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Il est 8h06 sur Radio Fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième heure du Tour des Clochers. Nous sommes toujours en direct d'Aigrefeuille-sur-Maine, au sein de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine, en compagnie du Père Jérôme Hamon. Au cours de la première heure, nous avons évoqué votre parcours, Père, découvert votre paroisse et échangé avec celles et ceux qui font vivre la communauté. Dans quelques minutes, nous plongerons dans l'histoire patrimoniale, mais tout de suite, nous accueillons Jean-Guy Cornu, maire d'Aigrefeuille-sur-Maine depuis 2014 et président de Clisson, Sèvres et Maine Agglo. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous et ravi d'être en votre compagnie ce matin. Merci. Vous pouvez vous rapprocher du micro. Avec vous, on va parler de cette commune qui a bien grandi, plus de 4200 habitants aujourd'hui. C'est près de 10% de croissance ces dernières années. Du défi de préserver ce cadre de vie rurale à 20 km de Nantes, des projets intercommunaux et puis peut-être un petit mot sur votre candidature pour un troisième mandat en mars 2026. Avant tout, comment est-ce que vous décririez votre commune, Monsieur le maire ? Je dis toujours la même formule, la commune d'Aigrefeuille est une commune qui se veut encore rurale et où il fait bon vivre. Nous avons une qualité de vie exceptionnelle sur la commune puisque nous avons à la fois tous les services, nous avons une paroisse extrêmement dynamique et puis nous sommes à une proximité immédiate de Nantes, ce qui permet finalement d'avoir accès aux services qui ne sont pas sur la commune et donc on est forcément très 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 bien accueillis et on vit très bien sur la commune. Comment on va à Nantes d'ailleurs d'ici ? Directement par la départementale, ou pour ceux qui sont plus pressés par l'autoroute. À pied, carrément. Ou à vélo. Je connais certaines personnes qui travaillent à Nantes et qui vont à vélo. Alors Aigrefeuille est passé quand même de 2152 habitants en 1999 à plus de 4200 aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez concrètement cette croissance, que ce soit pour les écoles, les équipements, les services publics ? C'est toujours le challenge des élus que de finalement accompagner cette croissance démographique que l'on souhaite, bien évidemment. Ouais. Et qu'on a du coup structuré au fil des ans. Alors mon prédécesseur qui était là avant moi l'a fait, je le fais à mon tour avec les équipes qui m'entourent, de façon, je répète, à apporter aux habitants les services qui sont en droit d'attendre sur une commune comme la nôtre. Et vous y arrivez, avec les moyens impartis ? Alors, pas toujours facile. Jusqu'à aujourd'hui, on y a plutôt bien parvenu. Oui.
Je crains que les années qui viennent soient plus complexes, mais on trouvera des solutions pour continuer à répondre aux attentes. Oui. Il y a un défi d'aménagement quand même, parce que donc vous l'avez dit, à 20 km de Nantes, c'est une position qui est privilégiée, traversée par des grands axes, au carrefour Nantes-La Rochelle-Bordeaux. Il y a un vrai défi d'aménagement autour de ces voies. Les voies sont à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'elles nous permettent d'être desservis et que donc on puisse venir facilement sur la commune, que ce soit pour y travailler ou pour y vivre. Mais elles sont bien évidemment un inconvénient pour ceux qui vivent à leur proximité immédiate, qui apportent son lot de difficultés. Nous sommes ici à proximité d'un axe qui connaît 16 000 véhicules jour. Et donc forcément, on parle de la rue là qui est devant la fenêtre. Juste devant nous, 16 000 on n'entend pas grand-chose. C'est un axe majeur pour le département. C'est une des routes départementales les plus fréquentées parce qu'on dessert finalement la Vendée et tous les départements suivants. On peut descendre jusqu'à dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France par cette route. Et donc forcément que ça reste un inconvénient pour ceux qui vivent à proximité. Mais pour la commune, c'est une force. Ouais, il faut arriver à jongler entre ces deux aspects. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Alors vous présidez Clisson, Sèvres et Maine Agglo depuis 2020. Concrètement, qu'est-ce que l'intercommunalité apporte à Aigrefeuille que la commune ne pourrait pas faire toute seule ? Alors, ce que l'interco peut apporter, ce sont des projets qu'on appelle structurants, qui sont d'ampleur financière beaucoup plus importante qu'on ne pourrait le faire nous tout seuls. Alors peut-être que tout seul, on ferait les mêmes projets, mais ils seraient à une échelle beaucoup plus réduite et ils n'auraient pas du coup leur pertinence. L'interco apporte une force de frappe, apporte une force financière qui permet du coup d'aller plus vite et d'apporter un service encore plus efficace, même efficient à destination des habitants. Un exemple, sur ce mandat, on a développé beaucoup de mobilité douce. L'agglomération investit 1 million par an sur ce sujet sur le territoire. Et la commune d'Aigrefeuille se retrouve aujourd'hui avec un itinéraire pour les vélos qui est extrêmement dense et qui permet à chacune et à chacun de pouvoir se déplacer sans sa voiture s'il le souhaite, pour aller faire ses courses par exemple le week-end. Et donc ça, c'est la force de l'intercommunalité, que de pouvoir apporter des moyens financiers rapides. Et puis l'exemple le plus prégnant, je dirais, sur notre territoire, qui n'est pas à l'usage exclusif des habitantes et des habitants d'Aigrefeuille, c'est la piscine intercommunale qui a été inaugurée en 2022 et qui, elle aussi, apporte un agrément et une qualité de vie et des services supplémentaires sur la commune. Mais il faut pouvoir s'entendre avec les autres maires aussi. Il faut avoir la même vision. Alors les visions ne sont pas toujours unanimes, ce qui est normal, ça s'appelle la démocratie, mais on trouve toujours des majorités. Ça, c'est vraiment l'expression de la démocratie. On s'exprime, on n'est pas toujours d'accord, je répète, mais ensuite le vote s'exprime et puis les choses se font. C'est un peu comme le doyen, vous êtes le doyen du doyenné. On a un président d'agglo et un doyen du doyenné. Oui. C'est un peu le même fonctionnement finalement. Alors oui, un petit peu, oui, c'est sûr. Il y a de la diversité. Il faut aussi parfois réussir à trouver des compromis ou à décider ensemble, ça c'est sûr. Ouais. Alors 150 hectares de vignes sur votre commune, le Muscadet, Sèvres et Maine. Comment est-ce que vous préservez cette identité viticole et rurale face à l'urbanisation, monsieur le maire ? Alors l'identité viticole et rurale, comme vous venez d'exprimer et que j'ai exprimé en début de mon propos, est à mes yeux et aux yeux de mes élus extrêmement importante. Nous ne voulons pas, sur notre commune, devenir une ville. Nous ne voulons pas bétonner, et de toute façon, la loi ne le permettrait pas. Donc ça règle le problème. Par contre, la particularité viticole de notre commune, on essaie de la préserver, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que le monde agricole vit une crise profonde. Crise à la fois financière et donc qui implique une crise aussi de vocation, puisque lorsqu'on est jeune et qu'on se rend compte que finalement ses parents n'ont pas forcément réussi à pouvoir juguler financièrement leur vie d'exploitant, et bien ça n'implique pas à donner l'envie de prendre ce métier à bras-le-corps, qui est un métier passion, l'agriculture. Si on n'est pas passionné, on ne le fait pas. Oui. Et puis il y a aussi un problème de capitaux pour pouvoir reprendre une exploitation. C'est un gros investissement. Et donc, là aussi, c'est aujourd'hui complexe. On espère garder nos exploitations pour les années qui viennent, mais on assiste à un phénomène de grossissement d'exploitation. Lorsqu'un exploitant part en retraite, et bien souvent, ces terres sont reprises par ceux qui sont encore à côté. Et, on n'a plus des petites... Les petites exploitations disparaissent les unes après les autres. Aujourd'hui, il en reste très, très, très peu. Il reste quelques petits exploitants, et petit n'est pas une expression péjorative, parce qu'ils ont fait le choix d'être sur un mode de commercialisation et de production qui est différent. Mais c'est vraiment à la marge. Aujourd'hui, on est plutôt en train d'assister à des grossissements d'exploitation. Ils sont en colère aujourd'hui, les viticulteurs de votre ville ? Alors moi, les viticulteurs aujourd'hui ne sont pas forcément les plus en colère. Ceux qui sont les plus en colère sont plutôt les agriculteurs qui font à la fois de l'élevage et bien sûr de la culture. Les vitis qui restent, ils arrivent à trouver encore un équilibre financier, je répète. Et les agriculteurs sont partis là à Bruxelles ? Il y en a qui sont partis là ? Non, il n'y en a pas qui sont partis.
Les viticulteurs, en fait, les plus grosses difficultés qu'ils ont rencontrées ces années passées, c'était plutôt par rapport aux conditions climatiques. Oui, les gels ils ont connu 4 années de gel, avec parfois des récoltes réduites à zéro. Une année récente où ils ont connu trop d'humidité dans l'année et donc des maladies qui se sont développées. Et c'est venu en rajouter une couche. Et donc, quand vous vous retrouvez des productions qui sont extrêmement limitées à l'année et donc peu de ventes ensuite pour pouvoir vivre, forcément que ça interroge et c'est un sujet sur lequel ils sont hélas désarmés parce que la météo, les conditions climatiques, personne ne peut les maîtriser. Je dirais d'un côté tant mieux parce que sinon ça serait un joli bazar. Mais en tout cas pour eux, ils ont des conséquences parfois majeures sur leur vie professionnelle. Donc vous soutenez, vous en tant que maire, ces agriculteurs et ces viticulteurs face à toutes ces difficultés? Bien sûr, on essaie de leur apporter tout notre soutien. On essaie surtout de leur apporter, si on peut les alléger en contraintes. Parce que la France est un pays extraordinaire mais qui est un pays... qui a beaucoup trop de contraintes aujourd'hui à mes yeux, beaucoup trop de normes, beaucoup trop de contrôle. C'est une profession qui est contrôlée matin, midi et soir. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on reprenne raison dans ce pays et qu'on fasse confiance à ce qu'on appelait dans le temps, quand j'étais même plus jeune moi, et j'ai pas 200 ans, le bon sens paysan, qui est une valeur forte et qui permettrait de résoudre bien des problèmes sans que l'administration s'en occupe. C'est entendu. On va repasser au lien. On va maintenant parler du lien entre mairie et paroisse. Vous avez célébré, monsieur le maire, avec le père Jérôme Hamon, le centenaire des vitraux de l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'était l'année dernière, en décembre dernier, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Comment se vit aujourd'hui la relation entre mairie et paroisse ? Vous vous connaissiez déjà, parce que déjà hier vous étiez ensemble en réunion, il me semble. Oui, c'est ça, on s'est croisés hier. Une belle réunion, très importante. Quand vous êtes arrivé il y a 8 ans, père, vous êtes allé voir le maire, toc toc, bonjour, c'est moi. Oui, c'est ça. Souvent, quand le curé arrive sur une paroisse, il prend contact avec les élus, et particulièrement le maire. Ouais. Et les relations se passent bien. Là, entre nous, oui, ça va. Puis les autres maires aussi, j'ai pas de. C'est pas donc Camillo et Pépone comme parfois. Non, il n'y a pas de mitraillette entre nous. Non, on n'a pas de mitraillette. La commune, la paroisse a la chance d'avoir le père Jérôme, qui est un père extrêmement dynamique, quelqu'un qui incite finalement à s'intéresser à la foi chrétienne, et ça, c'est extrêmement important pour une paroisse. Et il est toujours très, très humble, Jérôme. C'est vrai que quand il est arrivé sur la paroisse et qu'il est venu se présenter à moi, je m'attendais à ce qu'il vienne me demander finalement quelques aménagements dans l'église, dans le presbytère. Et en fait, non, il avait une vision déjà en arrivant de ce qu'il voulait faire de la paroisse. Et donc, il est plutôt venu me dire, je vais vous rendre le presbytère, monsieur le maire. Vous pourrez ainsi l'utiliser comme vous le souhaitez, parce que moi, j'ai un autre projet pour rendre le presbytère beaucoup plus visible. Et c'est un pari qui a été fait, c'est un pari gagnant, parce qu'effectivement, le presbytère aujourd'hui est visible et ça contribue, je pense, aussi au redynamisme de la paroisse Saint-Gabriel. Dans cette rue, elle est en plein milieu du centre-ville, les gens passent devant en allant justement à leur travail. Dernière question, monsieur le maire, en janvier, lors de la cérémonie des vœux, vous avez annoncé votre candidature à un 3e mandat, après 73% des voix en 2020. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre ? Qu'est-ce qui vous passionne le plus, au fond, dans votre mission ? Je n'ai qu'un seul moteur, moi. Me faire appeler monsieur le maire, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Alors Jean-Guy Cornu. Voilà, à l'intercommunalité, me faire appeler monsieur le président, ça n'était pas l'objectif. Par contre, travailler pour mes concitoyens, et finalement, lorsque je les croise, qu'ils me disent ce que vous avez fait, c'est bien, c'est la plus belle des récompenses qu'ils puissent m'apporter. Il y a une mission, voilà, j'allais dire, il y a des missions, quand je fais ce tour des clochers, ce que je vois fréquemment, c'est une mission un peu commune entre un prêtre et un maire, c'est être au service d'eux. Merci beaucoup, Jean-Guy Cornu. Je rappelle que vous êtes le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine et président de Clisson, Sèvres et Maine-Aglo. Belle journée à vous. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Et maintenant, justement, nous allons remonter le temps avec Christian Ménard pour découvrir l'histoire d'Aigrefeuille, de la préhistoire à nos jours. C'est le tour des clochers. Et je me tourne donc vers vous, Christian Ménard, qui venez de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Enfin, je dis qu'il vient de nous rejoindre, non, parce qu'il était là pendant l'interview de Jean-Guy Cornu. Vous êtes passionné d'histoire locale et de minéralogie et vous allez nous faire voyager dans le temps. Peut-être pour commencer, Christian, si vous me permettez, d'où vient ce nom intrigant, Aigrefeuille ? On n'en sait trop rien. Effectivement, ça viendrait, je pense qu'il y avait un seigneur à l'époque qui s'appelait, je crois c'est Guillaume des Acrifolio, enfin latin, et qui avait donné de l'argent à l'abbé de Buzet. Donc c'est la famille d'Aigrefeuille au départ. Mais ça pourrait venir aussi du latin ilex satifolium, donc le hou, comme il y a beaucoup de hou. Et oui.
D'où d'ailleurs sur les armes de la ville, au lieu de mettre des feuilles de houx, on a préféré mettre des feuilles d'alisier. Par rapport à un texte latin ancien qui avait été traduit, ça pouvait être aussi des feuilles d'alisier. Et sur un blason, c'est plus lisible, à mon avis, des feuilles d'alisier que des feuilles de houx. D'accord. Pas évident à... Oui. Alors, Aigrefeuille, c'est pas seulement un joli nom, c'est aussi un territoire habité depuis très longtemps. Qu'est-ce que les découvertes archéologiques nous révèlent? Aigrefeuille était habité depuis la préhistoire, c'est ça? Certainement. Moi, personnellement, j'ai fait des trouvailles intéressantes, notamment un site pas très loin de chez moi, là, qui daterait apparemment de l'époque paléolithique moyen. Donc, vous avez fait des découvertes? Oui, même le site est répertorié d'ailleurs à la DRAC. Donc à l'époque, j'avais trouvé pas mal de choses, et notamment des nucléus, racloirs. Des quoi? Des nucléus. Alors qu'est-ce que c'est, des nucléus? Un nucléus, c'est ce qui reste après avoir débité des lames, admettons, ou taillé des outils. D'accord. Et il y en a un d'ailleurs qui m'a servi pendant longtemps de presse-livre. Hein, donc, par contre, le matériau, la roche, venait de la vallée de l'Oignon, de la région sans doute de Montbert, Le Bignon. Parce que ce matériau, on en trouve énormément là-bas. Et d'ailleurs, sur Montbert-le Bignon, il y a eu pas mal de découvertes de fait concernant la préhistoire. Donc c'est une ville qui remonte à la préhistoire. Il n'y avait pas de ville à l'époque, disons que le site était habité. Le site que j'ai trouvé se trouve d'ailleurs sur un endroit, il y a un petit ruisseau, et dans le bas, sur la Maine, il y avait un gué. Donc je pense que c'était un lieu de passage, les gens suivaient des troupeaux ou chassaient, donc ils s'établissaient, puis après ils allaient sur Médon-Saint-Lumine et ils continuaient... Alors après, si on passe à l'époque romaine, Aigrefeuille était un lieu de passage, un carrefour stratégique, c'est ça? Expliquez-nous. Disons, il y avait deux voies romaines à Aigrefeuille, donc celle qui empruntait grosso modo la 137 et une autre qui passait un peu les terres de la commune et qui rejoignait Saint-Georges-de-Montaigu. D'ailleurs, c'était des routes qui allaient de... Saint-Georges-de-Montaigu qui est en Vendée. Hein. Oui, donc partait de Rosé, donc à l'époque on était quand même chez les Pictons. Donc Rosé était une ville très importante à l'époque, plus importante que Nantes. Oui, Ratiatum. Ratiatum. Donc il y avait les deux voies romaines, dont c'est la 137, là, passée pour rejoindre Saint-Georges-de-Montaigu, donc il s'appelait Durivum, et pour rejoindre après jusqu'à Poitiers, Limonum, et Sainte, Mediolanum Sanctonum, en latin. Alors, c'est d'ailleurs avec les Romains qu'arrive la vigne. Autre activité économique importante, il y a la meunerie. On voit encore aujourd'hui des traces de ces moulins. Oui, il y avait quatre moulins à eau. Donc le plus ancien, c'est le moulin de la Vieille Écluse. Là, on a trouvé des textes, sans doute du XIVe siècle. Là, un texte, c'est sûr, de 1514 et quelques, mais il existait auparavant. Et le plus jeune des moulins à eau, c'est le moulin des Épinettes, le moulin Trébuchet, qui a été construit milieu 19e. Ouais. Oui, il y avait Vieille Écluse. Moi, j'ai vu Resart, Guidreau, Croix-Moutard. C'est ça? Ah non, la Croix-Moutard, c'est les moulins avant. Ah, donc, d'accord. Il y avait Guidreau, il y avait Guidreau, après le Resart. Donc, ces deux moulins-là, c'était des doubles moulins. Il y en avait un qui avait deux ravouilles, donc le moulin de Guidreau, et celui du Resart avait un seul ravouille, mais deux roues à l'intérieur pour moudre du grain. Et il y avait autre chose et aussi après, dans le moulin Trébuchet et le moulin de la Vieille Écluse. Ouais. Vous vouliez parler d'une autre... c'était pas les tisserands, ou vous vouliez parler d'une activité importante à l'époque romaine? Et puis il y avait la meunerie, il y avait les moulins à vent aussi, il y avait énormément de moulins à vent, mais qui n'ont pas fonctionné forcément en même temps. D'accord. Il y a eu plusieurs époques, il y en avait un qui n'est pas très loin d'ici, là, au Lion d'Or, à côté de l'école, à l'emplacement de l'île, qui a été construit en 1791 et qui a été détruit par les Bleus en 1794. Il n'a jamais été rebâti. Les Bleus. Comme les appelaient les Vendéens, les Patos, les Républicains. Ouais. Oui, c'est ça. Justement, l'histoire d'Aigrefeuille, c'est aussi des moments sombres. Février 1794, les colonnes infernales du général Duquesnoy. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on avait l'avantage à Aigrefeuille d'être sur deux voies. Donc il y avait le grand chemin royal qui allait de Saint-Malo à La Rochelle, et il y avait aussi la route qui venait de Machelou pour aller sur Clisson, après dans les Mauges. Alors là, forcément, il y avait énormément de passages, donc ils sont arrivés, ils ont fait énormément de massacres. L'église a été brûlée d'ailleurs à cette époque-là. Et donc ils ont massacré pas mal de personnes. On n'a pas le nombre exact parce qu'il n'y a pas eu de relevé fait comme dans certaines communes
Après la Révolution, là, il y a eu certaines communes, ils ont reconstitué un état civil par témoignage, mais à Aigrefeuille, on n'en a pas trouvé. C'est par des témoignages, d'autres témoignages qu'on trouve dans des actes postérieurs. Les gens, au cours d'un mariage, ils disent mes parents ont été tués pendant la Révolution. Alors c'était des fois massacrés par les républicains, des fois on trouvait les textes, ou alors des fois décédés pendant la guerre civile. Alors, on voyait tout de suite les gens qui avaient écrit ces propos là, par rapport, oui, si c'était par les massacrés par les républicains ou décédés durant les événements de la Vendée. Père Jérôme, vous avez appris toute cette histoire, vous, Alors moi, en arrivant ici? Je suis pas très bon. Je suis pendu. J'écoute vraiment avec attention. Si je suis pas très bon en histoire, et voilà. Non, mais comme quoi, il y a une belle histoire avec Aigrefeuille. On n'a pas fini. Mais vous disiez que l'église a donc été terrassée. Elle a été incendiée. Et par contre, les républicains, qui n'étaient pas forcément idiots, avaient gardé toutes les auberges au carrefour. La maison noble de la Fleurier sur la place et les halles et le presbytère n'ont pas brûlé parce que quand ils passaient par là, ils logeaient. Ça leur permettait d'avoir des logements, d'accord. Et puis de manger aussi. Il y avait l'auberge du Grand Cerf, enfin le Grand Cerf actuel, mais à l'époque il s'appelait j'avais changé de nom parce que là c'était appelé l'auberge des Trois Rois. Alors dans la République, ils avaient changé, ils avaient appelé les Trois Pigeons, je pense. Non, les Trois Rois, c'est passé aux Trois Pigeons. C'est pas mal ça. Les Trois Rois. Alors, et après cette détruction, l'église, elle a été reconstruite quand même. L'actuelle église Notre-Dame de l'Assomption date de 1898-1900. Qu'est-ce qui en fait un édifice si remarquable ? Disons que quand on rentre à l'intérieur de cette église, ce qui surprend, c'est la clarté, même par un temps assez sombre l'hiver. Il y a toujours suffisamment de lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, c'est très lumineux. Ouais, et le plan est quand même un petit peu bizarre. C'est pas une croix latine, c'est pas une croix grecque, ça serait plutôt entre les deux. C'est-à-dire ? Expliquez-moi. Une croix grecque, comme l'église de Quimperlé, par exemple, qui est très très belle. L'église, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai pas eu l'occasion de la visiter. La croix grecque, donc et la croix latine, c'est une croix normale. Quoi. Toute simple. C'est un peu un intermédiaire, je pense. Donc, l'architecte de l'époque, M. Baudouin, a dû la place. Et on a un de ses arrière-petits-fils, un de ses petits-fils, qui est à la radio, qui est bénévole à Radio Fidélité, Monsieur Bougoin. Il a fait beaucoup de architecte de beaucoup d'églises. Oui, mais pas que des églises, des villas vers la Baule, tout ça. Je pense que pour une vie architecte, c'était pas mal. Et après, avec la pose des vitraux en 1924, je pense que le curé de l'époque a choisi un des meilleurs maîtres verriers de France, les frères Dagrand, là, donc. Qui ont dessiné les vitraux. Des vitraux renouvelés l'année dernière. Ouais. Célébré, oui, le centenaire des vitraux. Non, j'ai renouvelé pas du tout. Mais de fait, dimanche, à la fin de la messe, des gens étaient de passage et tout le monde tombe amoureux de l'église, parce qu'on l'appelle la petite cathédrale quand même dans le Vignoble. Ah, ouais. On est fiers. Moi, je me souviens une fois à une réunion de chantier dans l'église, on était avec les architectes et Madame Crouignot qui était de Nantes, qui supervisait tout ça. Puis d'accord, on a vu arriver un couple de personnes qui étaient de la région, je ne me souviens plus, mais qui n'étaient pas du tout du coin. Et ils avaient vu l'église, ils en arrêt, puis ils sont tombés. On vous dira non. Alors je leur ai fait une petite visite. Ils ont été surpris par la beauté des vitraux. Ouais. Et elle est bien mise en valeur, même de nuit. Il y a aussi la chapelle Saint-Sauveur. En quelques mots, qu'est-ce qui la rend particulière, cette chapelle ? Disons, c'est l'histoire qui est intéressante parce que c'est grâce à un visionnaire, Julien Doué, qui avait vu des visions. Alors, est-ce qu'il n'était pas un petit peu, des fois, vous savez, c'était un viticulteur, donc il avait il a peut-être tout de suite. Mais donc il avait été voir à l'époque le curé d'Agneau, puis il l'attendait un peu pendant plusieurs années en lui disant j'ai eu des visions, j'ai vu une belle dame avec un enfant qui était sans doute la Vierge Marie, puis j'ai vu un mendiant qui était probablement le Christ et tout ça, et puis j'ai eu des visions, d'autres visions, donc ça serait bien de faire une chapelle à cet endroit-là. Et elle est où exactement ? Elle est sur la route, l'ancienne route de Montbert. Là, donc, en 1714, là, il y avait le seigneur de l'époque là, qui s'appelait Gilles Charette, qui n'était pas de Charette. Oui, j'allais dire, oui, non, c'est pas la même famille. Si. Il a enlevé. Oui. C'est Gilles Charette. La particule, il ne mettait pas de particule quand il signait. Par contre, il se mettait chevalier de seigneur d'Aigrefeuille, de Montbert, des établières. Enfin, dans sa signature, c'était assez. Donc, il a donné le terrain pour bâtir la chapelle. Donc, après, cette chapelle-là a été bâtie donc, en 1714.
Et par contre, à la Révolution, elle a brûlé un petit peu parce qu'il y avait les gens qui comme ils ne pouvaient plus aller dans l'église, ils se rassemblaient dans cette chapelle pour prier. Donc effectivement, à l'époque, les gendarmes avaient fermé la chapelle pour que personne n'y aille. Et donc c'était vraiment un monument à visiter que vous proposez. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut voir quand on vient ici. Oui, elle est toute simple, mais il y a un retable qui est magnifique. Il y a des tableaux qui sont intéressants aussi, qui ont été restaurés d'ailleurs grâce à un héritage d'une dame qui avait donné quand elle est décédée. Eh ben, on invite les auditeurs à venir voir. Merci beaucoup Christian Ménard pour ce passionnant voyage dans l'histoire d'Aigrefeuille-sur-Maine. Et on va poursuivre ce tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine juste après le journal international de Radio Vatican. Et nous parlerons d'une association qui œuvre contre l'isolement des seniors. Et puis nous conclurons cette matinale avec vous, Père Hamon. Restez avec nous. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Et nous voici dans la dernière partie de notre émission, le Tour des Clochers, en direct de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine, au cœur des vignes nantaises. Après ces nouvelles internationales de Radio Vatican, revenons dans l'actualité locale. Une actualité qui fait chaud au cœur, puisque nous allons parler du lien social et de la solidarité au Bignon. Une association œuvre depuis plusieurs années pour lutter contre l'isolement des seniors. Passage. Daniel et Dominique Boulot sont avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Bonjour à tout le monde. Alors Daniel ou Dominique, commençons par le commencement. C'est quoi l'origine de Passage ? Pourquoi cette association a vu le jour au Bignon ? Cette association fait la suite d'une réflexion qui avait été menée avec la commune d'à côté, des communes d'ailleurs, qui s'appelait De la suite dans les idées, où ils font déjà ce que nous faisions. Donc on est un petit peu les enfants Au fil de l'eau, l'association de Montbert. Et voilà, on s'est un enfant de cette association. Voilà, il faut reconnaître, ils ont 10 ans d'avance sur nous. D'accord. Et donc, on s'était quelques-uns à avoir suivi. Et quand l'occasion s'est présentée d'un local, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas l'occuper avec cette association qui vise à faire tisser des liens entre les gens. Alors, on a vu le baromètre des petits frères des pauvres qui a été publié en septembre dernier, qui faisait état de 2,5 millions de personnes âgées de 60 ans et plus qui se sentent seules tous les jours en France, et 750 000 sont en isolement extrême, coupés de tout lien social. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous avez pu ressentir et qui vous a donné envie de poursuivre l'association qui était déjà existante ? Oui, je crois que c'était retrouver un peu les gens qui sont isolés dans notre commune, et puis aussi fédérer des liens. On se croise dans les communes, à la boulangerie, on crée des liens quand on est à l'école avec nos enfants, et puis après on n'a plus l'occasion, on s'est juste dit bonjour, au revoir. Et donc on s'est dit c'est important pour la vie sociale, la vie collective, d'avoir un lieu où on peut se retrouver. Donc on a ouvert un café. Donc alors c'est un café limité, on n'est que sur du café, tisane et boissons, jus de fruits. Mais tous les jeudis matins, de 9h30 à midi, on accueille tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas réservé aux gens de l'association, c'est ouvert à toute la commune, à tous les gens qui passent sur la commune. Donc c'est un moment fort. Où on a quand même, on dit le pic, c'est sur une matinée, c'est 62 personnes qui sont venues. Ah, oui. C'est notre record, mais sur l'année, on a une moyenne de 43 personnes qui passent, qui restent 1 heure, qui vont au plus, qui vont d'une table à l'autre, qui ont le plaisir d'échanger. Vous n'êtes pas seulement là pour servir du café, voilà, j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qui se passe autour de ces tables ? Alors au départ, on avait prévu d'être 2 bénévoles pour servir le café, et on est passé à 4. À 4 parce qu'on s'est dit, nous, on s'installe avec les gens, on met en relation. Parce que justement, puisqu'on était pour essayer de relier des gens qui sont isolés, on a eu la grande surprise de voir beaucoup de personnes qui arrivent sur la commune vers l'âge de 75 et plus pour rejoindre leurs enfants. Donc qui ne connaissent personne. Et c'est pas facile de rentrer, pousser la porte, venir s'asseoir, discuter. Donc on s'assoit avec, on met en lien, et du coup il y a des amitiés qui se sont créées entre des gens qui connaissaient personne. Mais c'est des gens qui viennent, alors peut-être pas seulement d'ici, du Bignon. Alors, on a eu des gens qui sont, parce qu'il n'y avait pas de café au Bignon, mais la mairie fait des papiers, passeports et ainsi de suite. Mm-hmm. On disait qu'il y avait besoin de boire en attendant les papiers, donc ils venaient. Donc on a eu des cyclistes, on a eu des promeneurs, on a des gens qui ne sont pas du Bignon. Je ne peux pas donner les chiffres, mais il y a 148 adhérents à l'association.
Oui. Et sur les 250 personnes différentes qui sont passées, qui ont fait 2000 passages le jeudi matin. Sur l'année, 2000 passages sur 2000 l'année. passages sur l'année. C'est moi qui tiens les chiffres. Et je pense qu'on est, reconnu comme ouvert. On a effectivement aussi des rapprochements entre public et privé. Des gens qui se sont pas connus et public et privé, c'est-à-dire école publique, des gens parce que souvent ça existe un petit peu toujours les tensions entre les deux. Donc là on parle pas seulement des personnes âgées finalement là pour ce café. Ça touche tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Après, comme c'est en journée, c'est sûr qu'on touche plutôt les seniors. Oui. Et donc ce café, c'est la vitrine, c'est la face visible de votre association. Vous êtes 124. 148. Alors voilà, c'était 124 adhérents le 21 janvier dernier et maintenant 148. 148. C'est-à-dire que l'association se porte très bien. Oui. On va pas le dire. Oui. Après, mais l'association s'est mis en place aussi des activités. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce café. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette association ? Alors juste, je voulais rajouter une anecdote par rapport au café. C'est qu'on a choisi le jeudi matin parce qu'on avait le marché, mais on a aussi, c'est aussi le jour de la messe locale. Et donc le jour où il y a la messe, les gens qui vont à la messe reviennent tous après prendre un café ensemble. Et je trouve que c'est quand même un beau moment d'avoir cet échange après. Voilà. Alors autrement, oui, notre but, c'est de faire aussi des activités, mais pas que nous. Notre but principal aussi, c'est de transmettre les informations de ce qui se passe sur la commune. Donc on redonne les informations d'autres associations, de la mairie, du CCAS, et on essaye de motiver les gens à y aller ensemble. C'est faire une vie locale. Donc ça, c'est notre but premier. Et ça se fait lors de l'accueil le jeudi matin. Et puis on envoie aussi par message, on doit avoir 127 adhérents qui ont des adresses mail. Donc on diffuse l'information de la vie sociale locale. Dans l'isolement, c'est aussi ça, les gens qui n'ont pas de mail. Ben oui, c'est ça. Oui. Donc là, c'est papier et de bouche à oreille. Ah oui. Et sinon, dans les activités, donc on a des activités mensuelles. Donc une fois par mois, on organise une sortie au cinéma avec du covoiturage. On a une activité remue-ménage, des jeux de mots, de chiffres et tout ça pour entretenir les ménages. On fait d'une sortie, on a une chorale qui se réunit tous les mois, 3 petites notes, une trentaine de personnes pour le plaisir de chanter. 40, mais ils sont souvent 30 présents en même temps. Et puis on a des après-midi détente. Alors là, chaque mois, on essaye de faire des choses différentes. Le mois dernier, on avait une thérapeute qui parlait des émotions des enfants. Cet après-midi, on a 25 personnes qui viennent faire des petites décorations pour les tables de Noël, du bricolage, on fait des jeux de société. Et à chaque fois, ce sont les adhérents ou comment ça se passe ? On adhère à votre association et donc on a tous les services, entre guillemets. Oui. Et il n'y a que le café, finalement. Et puis c'est ouvert à tout le monde, malgré tout, mais c'est un tarif différencié. C'est ça, d'accord, ok. Oui. Il y a le tarif adhérent et le tarif extérieur. Voilà. Par exemple, cet après-midi, pour faire du bricolage, si on est adhérent, on paye 1 €. Si on n'est pas adhérent, on paye 3 €. Puis on repart avec ses décorations. Voilà, c'est juste... Et comment fonctionne Passage financièrement ? Vous vivez des adhésions ? Des adhésions et puis des participations aux activités comme ça. Et puis on a une petite subvention de la municipalité. Oui, parce que pour faire un café à 50 centimes, il faut peut-être être un peu aidé. Avec la Madeleine. Donc vous avez une petite subvention quand même. Oui. Wow, oui. Ça va, 200 €. Hein. Oui, c'est pas. On cherche pas. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément beaucoup. Non. Chaque activité, donc c'est 1 € pour les adhérents. Donc quand on fait des photocopies pour remue-ménage, ça rentre dans les. Et puis on a autrement des activités moins régulières. Oui. On organise 2 concerts par an. Oui, c'est ça. Il y a à peu près 150 personnes qui viennent. Alors, il y a eu le 2 février à Montbert avec Sandrine Arnaud et Olivier Rousseau au piano-voix. Oui. Et le 19 octobre au Bignon avec Paul Meslet, répertoire de Jean Ferrat. Voilà. C'est ses chansons à lui. C'est important la dimension culturelle justement de votre association. Oui. Et donc dans les sorties cinéma, l'équipe qui gère ça fait aussi des sorties théâtre. Théâtre ou événements. Et sur ces sorties-là, on finance 2 € par sortie sur le prix de la place pour pouvoir aider justement à développer. Que tout le monde puisse y aller. Oui. Alors, autrement, on vient de mettre en place, on essaye aussi de travailler beaucoup avec les partenariats avec d'autres structures. Donc là, on met en place une activité, la Tulu, avec la bibliothèque, donc qui est ouverte à tous et gratuite.
L'équipe de la bibliothèque vient nous présenter des livres. Les bénévoles de passage présentent aussi des livres pour donner envie de lire. Et puis autour d'un café, on discute. Ouais. On a aussi un repair bistrot qui est pour réparer tous les petits objets 3 fois par an. Oui. Et ça tourne sur plusieurs communes. Ça se fait avec l'association Au fil de l'eau. D'accord. En même temps, c'est des bénévoles. Donc en fait, vous avez toujours des nouveaux projets et ça vient nourrir l'association. Dernièrement, on a mis en place la récupération des journaux avec les papiers de l'espoir de Vertou qui a mis à disposition des bacs. Donc on met les journaux, puis quand les gens ont ramené aussi des revues, on a fait un deuxième bac. Et ça fait, depuis le mois de septembre, ça fait 4 ou 5 fois qu'ils viennent chercher des bacs pleins. Alors pour conclure, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association Passage ? Venez prendre un café le jeudi matin. Venez le jeudi matin au Bignon. Activité au Bignon. Père, c'est important cette. De la Poste. Pardon, 3 places de la Poste. 3 places de la Poste au Bignon. Père, c'est important. Oui, bien sûr, c'est impressionnant. Hein. Je trouve qu'il y a une belle complémentarité aussi avec ce qu'on vit en paroisse. On a un peu un même projet, c'est la vie en commun. Hein, lutter contre la solitude. Et la fraternité. Tout à fait. Merci beaucoup Daniel et Dominique Boulot. Je sais que c'est frustrant, vous auriez envie d'en dire plus. C'est court. Je rappelle, tous les jeudis matins de 9h30 à midi, place de la Poste au Bignon. Merci. Merci. C'est le tour des clochers. Et nous arrivons au terme de ce tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Gabriel-sur-Maine. Père Jérôme Hamon, vous nous avez accueillis ce matin dans votre paroisse. Vous avez entendu tous ces témoignages de vie communautaire et d'engagement en ce temps de l'Avent, à l'approche de Noël. Quels mots vous aimeriez nous laisser en conclusion de cette matinale ? C'est vrai que c'est assez touchant tout ce qu'on a partagé. Je trouve que ça redonne beaucoup d'espérance sur l'être humain, sur notre capacité à se retrouver pour les autres, à se donner. Et je crois que notre monde a bien besoin de ça. Et moi, je voudrais juste laisser une petite prière là, qui m'a touché là, cette semaine, pour que chacune là, accueille cette espérance de Noël. Dieu Tout-Puissant, entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque viendra le Christ. Et je trouve qu'on est tous appelés à rayonner de cette lumière de Dieu dans notre vie. C'est ce que je souhaite à tous et à toutes pour cette belle fête de Noël. Merci beaucoup, Père. Vraiment, merci pour cette prière. Merci de nous avoir accompagnés ce matin, d'avoir accompagné les auditeurs de Radio Fidélité. Une paroisse vivante, accueillante, avec du café chaud, des croissants.